30 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Arctique. À cette hauteur, le ciel n'est plus bleu, il devient noir. On voit les étoiles en plein jour. La courbure de la Terre est visible. Et là, quelque chose file à plus de 6000 km par heure. Mach 5, hypersonique, invisible, sans trace. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la promesse du MiG-41 russe. Bienvenue. Aujourd'hui, on décrypte ce projet qui alimente depuis près de 10 ans autant les fantasmes que les analyses les plus pointues. Un chasseur qui volerait au bord de l'espace, capable de frapper n'importe quelle cible sans qu'elle puisse riposter, révolution aéronautique ou plus grand bluff de l'histoire militaire russe. Pour y répondre, on a des sources variées. D'un côté, des déclarations officielles russes très grandiloquentes, de l'autre, des analyses d'experts occidentaux beaucoup plus sceptiques. Notre mission, faire le tri entre la propagande et ce qui pourrait être une vraie rupture technologique. Pour comprendre le MiG-40 il faut d'abord revenir sur son prédécesseur, le légendaire MiG-31. Et pour saisir ce qu'est le MiG-31, il faut parler de son ennemi juré, le SR-71 Blackbird américain. Cet avion de reconnaissance était un cauchemar pour les soviétiques pendant la guerre froide. Il volait trop haut, trop vite, totalement imprenable. Les chiffres sont édifiants. On estime qu'environ 4000 missiles ont été tirés sur le SR-71 au fil des années. Résultat, zéro impact, pas une seule fois il n'a été touché. C'était une humiliation stratégique majeure. Il fallait une réponse. La première a été le MiG-25, surnommé Foxbat. Sur le papier, un monstre. Mach 3,2, des altitudes folles. Mais en réalité, c'était beaucoup plus compliqué. On le décrivait comme un lance-roquette volant, un appareil très brut. Les moteurs se détruisaient si on les poussait trop longtemps. Le radar était primitif. Il fonçait en ligne droite, tirait ses missiles et rentrait à la base. Un sprinter incapable de prendre un virage serré. Efficace dans un rôle très précis, mais limité. Et c'est de cet échec relatif qu'est né le MiG-30 et un Foxhound. Un peu moins rapide, Mach 2,83, mais infiniment plus dangereux. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Deux innovations majeures. D'abord son radar, le Zaslon. C'était le tout premier radar à balayage électronique jamais monté sur un chasseur. Une révolution pour l'époque. Une avancée colossale, j'imagine. Quelles étaient ses capacités concrètes? Il pouvait suivre simultanément 10 cibles et en engager 4, y compris des missiles de croisière volant à très basse altitude. Personne ne faisait ça à l'époque. D'accord, un super radar, c'est bien, mais si les missiles ne suivent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Excellente remarque. Et c'est justement la deuxième innovation, l'armement. Le MiG-30 est un d'emporter des missiles à très longue portée comme le R-33. Longue portée à l'époque, ça voulait dire quoi concrètement? Pendant que les missiles RR américains peinaient à atteindre 50 km, le R-33 frappait à 160 km. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est là que la doctrine russe moderne est née. Monter plus haut, voler plus vite, tirer plus loin que l'adversaire. Exactement. Pas besoin d'être furtif quand l'ennemi est détruit avant même de savoir que vous êtes là. Une doctrine qui a tenu 40 ans, mais qui arrive en fin de vie. Et c'est là qu'intervient le MiG-41. Précisément, la flotte de MiG-30 est un vieilli. Les menaces ont changé. On parle maintenant de drones hypersoniques, de satellites. Il faut passer à l'étape suivante. C'est en 2017 que le projet est officiellement annoncé, et là, les promesses deviennent vertigineuses. C'est le moins qu'on puisse dire. Parlons-en. La première promesse, la plus folle, concerne la vitesse. On est dans des chiffres qui, pour un avion de chasse, défient l'entendement. Les Russes parlent d'une vitesse de croisière de Mach 4, avec des pointes à Mach 5. Mach 5, c'est plus de 6000 km par heure. On franchit officiellement la frontière de l'hypersonique. Le SR-60 et 11, qui était déjà un exploit, volait à Mach 3,3. Là, on parle d'une autre dimension. Techniquement, c'est un mur énorme à franchir. La chaleur, les matériaux, à cette vitesse, le frottement de l'air génère des températures qui peuvent dépasser 1000 degrés. Il faut des alliages et des composites que très peu de pays maîtrisent. Et c'est même pas le défi le plus complexe, j'imagine. Non. Le plus dur, c'est l'altitude. On parle d'un plafond opérationnel entre 30 000 et 40 000 mètres. 40 000 mètres? Mais on est dans la mésosphère, pratiquement dans l'espace. L'air est si rare. Comment un avion peut-il voler là-haut? C'est toute la question. Les ailes ne servent presque plus à rien. Les moteurs à réaction classique s'étouffent par manque d'oxygène. Le MiG-31 pouvait y faire un saut, mais pas y combattre. Un saut balistique, vous voulez dire?
Exactement. Le MiG-41, lui, serait censé y opérer, y manœuvrer. Ça implique des moteurs totalement nouveaux, peut-être des statoréacteurs, une technologie encore largement expérimentale. Du jamais vu pour un avion piloté. Absolument. Vitesse extrême, altitude stratosphérique et l'armement, j'imagine, est à l'avenant. Forcément. L'idée serait de l'équiper de missiles eux-mêmes hypersoniques. Le R-30 Sept-M, qui équipe actuellement le MiG-30 et 1, atteint déjà Mach 6 sur une portée de 300 km. Déjà une arme terrifiante. Imaginez son successeur, un avion indétectable à 40 km d'altitude qui tire un missile à Mach 6 sur un satellite ou un bombardier stratégique. La cible n'aurait aucune chance. La physique serait contre elle. Reste la question de la furtivité. Le MiG-30 et 1, c'était une porte de grange volante sur un radar. Ont-ils changé de philosophie? C'est un point très intéressant. Il ne parle pas de furtivité totale comme le F-22 américain, mais d'une signature radar réduite. C'est-à-dire Probablement des formes plus étudiées, des matériaux absorbants. L'idée n'est pas d'être invisible, mais d'être détecté plus tard. Juste assez tard pour tirer le premier. une approche pragmatique. Donc si on résume, un avion quasi spatial, hypersonique, avec des missiles inarrêtables et une furtivité partielle. Ça amène la question qui fâche. Pourquoi n'a-t-on jamais rien vu? Pas une photo, rien. Est-ce qu'il existe vraiment? C'est la question à plusieurs milliards de roubles. Et pour y répondre, il faut peser le pour et le contre. Commençons par ce qui nous fait y croire. Il y a un besoin stratégique réel de remplacer les vieux MiG-30 et un non. Ce besoin est incontestable. Et ils ont l'expertise historique. Le bureau Mikoyan sait faire des avions très rapides. Il y a aussi les annonces officielles répétées et la menace réelle des armes hypersoniques adverses qu'il faut bien pouvoir contrer. Tout à fait. Mais les arguments contre sont très lourds. Le premier, c'est le silence radio total, pas une seule preuve visuelle. C'est très inhabituel pour un projet de cette ampleur. Et puis il y a le contexte. La guerre en Ukraine met l'industrie de défense russe sous une pression énorme. Les sanctions, le besoin de produire des armes conventionnelles pour le front. Exactement. Et on l'a déjà vu avec d'autres super armes russes, le char T-14 Armata, le chasseur Su-75. Beaucoup d'annonces, mais dans les faits, très peu de livraisons concrètes. Donc si on fait le bilan, la conclusion la plus probable, Le MiG-40 n'existe probablement en tant que concept que projet de recherche. Il y a certainement des ingénieurs qui travaillent dessus, mais de là à le voir en escadron dans les 5 ou même 10 prochaines années, ça relève de la science-fiction. la Russie entretient le mythe. C'est un excellent outil de dissuasion psychologique. D'accord. Mais jouons à l'avocat du diable. Imaginons qu'ils y arrivent, que ça devienne une réalité. Quelles seraient les conséquences? Ça ne changerait pas juste la donne. Ça créerait un tout nouveau jeu. C'est-à-dire, Ça ouvrirait une nouvelle dimension de combat. Cette zone du near space, l'espace proche, que personne ne contrôle vraiment aujourd'hui. Tous les futurs drones de reconnaissance, comme le projet américain SR-72, deviendraient immédiatement vulnérables. fini l'idée de survoler un territoire hostile en toute impunité. Mais ça, c'est défensif. En offensif, ça devient vraiment inquiétant. Un Mi-40 et un qui décolle de Sibérie atteint les côtes de l'Alaska en moins d'une heure. Et ensuite, Il se place au-dessus d'un porte-avions américain, tire ses missiles d'une altitude et d'une vitesse inatteignables et repart. Nos défenses actuelles seraient impuissantes. un F-22 ou un F-35 vole à 10 à 8000 mètres maximum. Leurs missiles ne sont pas conçus pour grimper si haut, ni pour rattraper une cible si rapide. Il n'y aurait aujourd'hui aucune parade. C'est là qu'on touche à un point fondamental. Ça voudrait dire que le F-22, le chasseur le plus avancé du monde, deviendrait inutile. Pas parce que le MiG-40 et 1 serait plus agile, mais parce qu'il jouerait dans une autre division. C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur le choc des doctrines. D'un côté, la philosophie occidentale, incarnée par le F-35, la furtivité, l'information, être invisible pour tuer le premier. Et de l'autre, La philosophie russe, la vitesse et l'altitude. À quoi bon être invisible si on est intouchable? C'est la grande question stratégique. Laquelle de ces deux philosophies va l'emporter? la furtivité a ses limites. Les nouveaux radars basse fréquence, les capteurs infrarouges commencent à voir les avions furtifs. L'avenir, ce n'est peut-être ni l'une ni l'autre, mais les deux combinés. Comment ça? C'est le concept du ciel à 3 étages. En bas, les drones et hélicoptères. Au milieu, la zone des duels où les chasseurs furtifs s'affrontent. Et tout en haut, cette nouvelle arène pour des intercepteurs comme le MiG-41, qui seraient des snipers stratégiques.
Des snipers capables d'éliminer des cibles à très haute valeur, comme les avions radar AWACS par exemple. Exactement. Et pour l'Europe, l'impact indirect serait énorme. Si le MiG 40 est un peu menacé, les satellites ou les AWACS, qui sont les yeux de l'OTAN, tout l'équilibre des forces est remis en cause. Moins d'informations, c'est plus d'incertitude. Et donc plus de danger. C'est ça. Au final, on reste face à ce dilemme. Soit le MiG 41 est une révolution qui va forcer l'Occident à tout repenser, soit c'est un tigre de papier, une arme psychologique. Ce qui est le plus probable. Très probable. Mais qu'il soit réel ou non, ce projet est le symptôme d'une course qui s'accélère, la course pour le contrôle de cette frontière entre l'air et l'espace. La question n'est plus si un tel avion existera un jour, mais qui le construira en premier. Ce qui nous laisse une dernière question plus humaine. Quel genre de pilote faudrait-il être pour accepter de monter là-dedans? Pour se sangler dans ce qui ressemble plus à une fusée qu'à un avion, être propulsé à Mach 5 aux confins de l'atmosphère, Et surtout, quelle nouvelle ère de confrontation est-ce que ça pourrait ouvrir? Une ère où une frappe pourrait venir de n'importe où en quelques minutes sans le moindre avertissement. une perspective qui redéfinit complètement notre conception de la sécurité aérienne et spatiale. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. Merci à tous, à très bientôt pour de nouveaux décryptages géopolitiques.